Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du lundi. Les femmes ont-elles besoin d'une journée ? Ça se discute, mais de droit et de récit, oui, et qu'on les regarde bien aussi. À partir de 12h55, la romancière et dramaturge Alice Zeniter revient sur leur absence dans les récits et les mythologies. Elle publie « Je suis une fille sans histoire » essai littéraire aux éditions de l'Arche. Avant cela, et le cinéma créa la femme, une femme à son image. Comment les femmes sont-elles représentées au cinéma ? Quelle place y occupe-t-elle aujourd'hui ? À nos côtés, l'actrice et productrice Julie Gaillet. Elle a préfacé un livre de Véronique Lebris, 100 grands films de réalisatrice, de La Fée aux choux à Wonder Woman. Quand les femmes s'emparent du cinéma, c'est chez Grund et Arte Éditions. Et également, elles ont été les premières, 100 femmes exceptionnelles. Pour toutes ces raisons, Julie Gaillet est avec nous jusqu'à 12h30. La grande table. Olivia Gesbert. Et bonjour Julie Gaillet. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. La cérémonie des Césars, on ouvre avec elle. Elle aura lieu dans 10 jours, dans un contexte sanitaire toujours très particulier, proportionnellement à d'habitude. Peu de sorties de films depuis un an, vous en savez quelque chose. Vous êtes comédienne, actrice, mais également productrice de la difficulté de faire en ce moment. Les salles de cinéma sont d'ailleurs toujours fermées depuis la fin octobre. Quel regard vous portez sur cette situation qui est très contrainte, c'est le cas de le dire. Est-ce que vous allez quand même assister à cette cérémonie qui est censée incarner aussi la fête du cinéma avec l'envie de dire on y va maintenant, on recommence, on remet la machine en marche, on va essayer de tout faire pour que ça reparte ? Oui, c'est exactement ça. On espère que ça va permettre de repartir, d'être un peu plus joyeux, même si effectivement c'est extrêmement frustrant de se dire que nos salles sont fermées alors qu'il n'y a pas eu de cluster, qu'il y avait des jauges, une capacité d'accueillir du public et de faire les choses bien, et que c'est difficile depuis quelques mois de se dire que ça tarde et qu'on attend la réouverture des salles. Mais voilà, c'est un peu pour tout le monde pareil. Il y a le théâtre, évidemment aussi, il y a les musées. Mais c'est réjouissant. J'ai hâte de voir Marina Foïs aussi s'emparer de cette maîtresse de cérémonie, La sélection ? Surtout une année, c'est parce que c'est quand même une année un peu aussi particulière par rapport, puisqu'on est le 8 mars et qu'on est sur les femmes. C'est vrai que l'année dernière avait été une année un peu particulière et l'Académie des Césars a été démise. Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses. Donc cette cérémonie marque aussi un tournant pour nous dans le cinéma. En tout cas, elle est attendue comme telle. Elle est attendue au tournant, c'est le cas de le dire, avec peut-être une édition qui sera ou qui marquera un renouveau. Je pense que beaucoup l'attendent ou beaucoup l'espèrent. Il faut que vous le rappeliez. L'édition de l'année dernière, animée comme chef de cérémonie par Florence Foresti, avec le film de Polanski, avait beaucoup fait débat, fait polémique aussi. On a cette année une nouvelle sélection, des nommés pour ces Césars, avec notamment dans la catégorie meilleure réalisation, une femme pour 5 hommes. Ça, c'est comme ça qu'on va attaquer cette nouvelle cérémonie. Ça pose toujours effectivement un peu question, puisqu'on est là aussi pour parler de ça, de la place plus importante que les femmes devraient occuper dans le paysage. C'est symbolique ou pas pour vous ? Ah oui, c'est très symbolique et c'est important de faire changer les choses. Alors, puisqu'on parle du droit des femmes, d'abord, c'est vrai que depuis quelques années, il y a eu des bouleversements dans nos métiers avec la fameuse affaire Weinstein dans le cinéma qui a déclenché chez les Américaines Time's Up. Chez les Anglaises, c'est Emma Watson qui a pris le lead, mais en tout cas, de tout à coup, donner des moyens, faire bouger les choses concrètement pour les associations sur le terrain et les femmes qui, elles, sont dans l'ombre, puisque le cinéma est dans la lumière. Et ça, c'est un peu ce que nous avons fait, les actrices, ce que nous avons fait avec la Fondation des femmes, lever des fonds pour donner des moyens sur le terrain, mais aussi avec des think tanks. Les Américaines étaient déjà très constituées et réfléchies sur toutes ces questions de gender studies. Et donc, elles avaient aussi décidé de faire bouger les choses, on va dire, de plus philosophiquement parlant ou politiquement. Et là, c'est 50-50, qui est cette association qui a été montée à ce moment-là dans le cinéma, qui a œuvré pour objectiver, faire des études, avoir des chiffres.
Et donc, depuis maintenant 3-4 ans, on a des études. Elles ont aussi décidé de signer des chartres avec les différents festivals internationaux. Donc ça aussi, c'était très intéressant. Il y a maintenant plus de 120 qui ont signé cette charte pour donner des chiffres, dire combien de films de femmes sont sélectionnés, combien il y a de femmes dans les sélectionneurs, dans les comités de sélection. Et on a vu que les choses avaient évolué. Ça fait bouger les choses. Mais quand on voit les chiffres, c'est terrifiant. Les réalisatrices sont payées 45% de moins que les réalisateurs. 45%, là c'est vraiment une catastrophe, mais il y a aussi des chiffres qui sont assez fous. Moi je parle souvent de maquilleurs, coiffeurs, parce que c'est quand même 80% de femmes, et elles sont payées 18 à 20% de moins que les hommes. Et donc, comment on fait changer ça, cette égalité salariale, plus d'égalité. Donc 50-50 a essayé de faire bouger les choses. Et puis, il y a eu des prises de parole. Je pense, donc effectivement, on a l'image d'Adèle Haenel qui quitte les Césars comme ça l'année dernière. Mais en réalité, sa prise de parole avait été très importante dans la nuance. Justement, elle essayait d'expliquer que si elle n'était pas dans la position dans laquelle elle était, elle ne pouvait pas prendre la parole. Moi, j'avais trouvé ça très, très fort et très, très juste. Et on a résumé à son coup de gueule, parce que c'était une cérémonie impossible l'année dernière en réalité. Mais voilà, et donc il y a eu Adèle Haenel, mais il y avait eu les femmes de Brissot, les actrices qui avaient tourné dans les films de Brissot, qui avaient à l'époque porté plainte et qui n'ont plus travaillé après. Donc Adèle Haenel a soulevé, et avec beaucoup de nuances, le problème. Certaines disent en France, et il nous a manqué notre Weinstein à nous pour que ça aille plus vite et que ces réformes aillent plus loin. Non, mais vous comprenez bien l'idée, je pense. C'est qu'on a quand même mis du temps avant de déverrouiller mais disons qu'on est le sujet ici on aussi. est peut-être différente ou plus nuancée. Et c'est aussi pour ça que c'était très important, ce 50-50, où maintenant on agit. Et on a voulu aussi faire bouger les choses politiquement. On a voulu, alors après aussi se fédérer, chercher des moyens. Enfin voilà, on a mis du temps, et c'est pour ça que je encore une fois, salue Adèle Haenel et son courage, parce que quand même, au moment de la libération de la parole des femmes, il y avait 30% de dépôts de plaintes supplémentaires. Et la VFT, qui est l'association aux violences faites aux femmes au travail, qui avait défendu, c'est des avocates à l'époque, justement, les actrices de Brissot, ont dû fermer leurs standards. Elles ne pouvaient plus y arriver. Donc nous, on voulait leur donner des moyens. Mais voilà, et la justice, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le Grenelle des violences a été très décevant. Il faut aller plus loin, et c'est pour ça que maintenant on a décidé de lancer Maintenant on agit. Après, bon voilà, on est très différentes, on n'est pas toujours d'accord en France, mais en même temps on se fédère, on est cette sororité vraiment entre actrices, et même au-delà entre toutes les associations. Pour maintenant on agit, bouger les choses. Là, après toutes ces dernières années, on va dire, d'activisme, militantisme un peu plus, on est tellement déçus qu'on a décidé de passer à « regarde-moi bien ». Voilà, essayer de regarder mieux les choses. C'est-à-dire Alors comment on regarde bien ? Regarde bien, regarde-moi bien, de la bonne manière, d'essayer de changer notre regard. Peut-être il faut aller beaucoup plus loin. Et là, le film donc, de la Fondation des femmes, c'est à la fois... regarde-moi bien quand je prends la parole, voilà, cette chose où on a tendance à couper la parole des femmes, mais regarde-moi bien quand je demande l'égalité salariale, regarde-moi bien quand je suis en première ligne, puisque là, on a vu que les femmes étaient en première ligne pendant le confinement, regarde-moi bien quand je porte les tâches ménagères alors qu'on est deux sous le même toit, regarde-moi bien. C'était tout simplement de dire, voilà, on remet en perspective tous les points, et quand je porte plainte, et qu'on est forte, et qu'aujourd'hui, voilà, il faut qu'on faut qu'on mette un peu plus de pression, ou en tout cas de ne pas oublier les femmes avec cette pandémie, alors qu'on voit qu'elles sont en première ligne, alors que on a pris conscience, la société a pris conscience des violences faites aux femmes avec la libération de la parole des femmes, mais aussi le confinement. On se rend compte que les femmes ont été plus exposées aux violences dans les milieux conjugaux, dans les familles. Alors on parle des réalisatrices, des comédiennes d'aujourd'hui. En 2013 déjà, vous, Julie Gaillet, vous avez donné la parole comme co-réalisatrice à des cinéastes. Vous les avez interrogées sur leur place
dans le cinéma. Vous leur avez demandé de vous parler de leur métier, de la manière dont elles se percevaient, dont elles se concevaient aussi, femmes cinéastes. On y retrouve Nicole Garcia, Josiane Balasco, Julie Delpy, Rebecca Slotowski, Pascal Ferrand, Mia Hansen-Løve, Céline Sciamma, Toni Marshall, toute une génération, plusieurs générations de femmes réalisatrices. Et c'est intéressant justement sur ce point. Quand on pense au témoignage de Toni Marshall devant votre caméra, elle a été la seule femme à avoir obtenu le César de la meilleure réalisation. C'était avec Vénus Beauté en 2000. Toni Marshall qui est décédée il y a presque un an, le 12 mars 2020. Elle faisait partie de cette génération de femmes qui disaient ne pas vraiment faire la différence et en même temps, pour qui, on l'imagine, ça n'a pas dû être facile. Une autre femme, c'est Agnès Varda. Beaucoup vous disent effectivement devant votre caméra, c'est une affaire de point de vue. Agnès Varda, elle le dit à sa manière, avec ses films. Écoutez ce qu'elle racontait sur Chloé de 5 à 7. Tu vois, si Cléo de 5 à 7 est un film féministe, c'est subtilement, c'est-à-dire que pendant 45 minutes, elle est décrite comme vue par les autres, et puis tout d'un coup, elle arrache sa perruque, elle enlève sa robe, elle sort, et c'est elle qui se met à regarder. Elle n'est plus sujet, elle est celle qui regarde. And the wonderful Agnès Varda, who stands with us today. 82 femmes se tiennent sur ces marches aujourd'hui. 82, c'est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir en compétition officielle depuis la première édition du Festival de Cannes en 1946. Dans le même temps, 1688 hommes ont pu monter ces mêmes marches. En 71 années de ce festival, renommé, le jury a été présidé par 2 femmes seulement. La prestigieuse Palme d'Or a été décernée à 71 réalisateurs, mais seulement 2 réalisatrices, Jane Campion et moi, Agnès Varda. Une remarque, chère Kate, la palme de Jane était ex aequo et la mienne honoraire. Ah ouais. Agnès Varda sur Cléo de 5 à 7 d'abord et ensuite sur le tapis rouge à Cannes qui tient les comptes, comme vous l'évoquiez. Elle avait raison, Agnès Varda, que vous présentez, vous, comme votre maman de cinéma et qui vous a fait tourner dans Les 101 nuits de Simon Cinéma, dont vous avez d'ailleurs coproduit l'avant-dernier film Visage, Village. Qu'est-ce qu'elle vous a appris sur ce point-là, c'est-à-dire sur la manière d'y aller, de prendre votre place, de ne pas attendre qu'on vous la donne? Elle m'a rien dit en fait, elle fait, elle est un rôle modèle, moi j'appelle ça, et c'est pour ça que ces livres, je trouve, sont importants d'une certaine manière, c'est qu'elle, en étant elle et en faisant, elle me montrait le chemin et elle était dans le concret, dans le faire, dans financer des films, dans être indépendante. Donc c'est peut-être probablement grâce à ça que je suis devenue productrice et que j'ai essayé d'accompagner à mon tour les réalisatrices, mais elle ne disait pas. Par contre, ce que j'ai compris avec elle, c'est que quand même, l'argent, c'était le nerf de la guerre. De voir que les femmes ont le droit à des petits budgets, à du documentaire, mais dès qu'il s'agit de gros budgets ou donner des sous, là, il y a un plafond de verre. Et ça, malgré tout, c'était pour moi d'où l'envie d'être productrice, probablement d'ailleurs. Mais cette idée pour que les femmes comptent, il faut compter les femmes pour qu'elles comptent. Il faut qu'on ait des chiffres, mais il faut aussi qu'elles aient de l'argent. Et que là, on voit, même aux États-Unis, c'est flagrant, Alors nous, on a 25 à 27% de réalisatrices. Aux États-Unis, c'est 10%, mais en réalité, c'est 10% si on prend le cinéma d'auteur, indépendant américain. Si on commence à regarder les blockbusters, là, on passe à 3%. Donc, c'est un écroulement. Donc, voilà, c'est aussi une histoire d'argent. Et Agnès, lui a remis beaucoup de prix. On l'a toujours honorée, mais elle n'avait pas forcément les moyens. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à coproduire avec Rosalie Visage, Village.
Parce qu'on regarde aujourd'hui les sélections, typiquement pour une cérémonie comme les Césars, pareil pour les Oscars ou un festival comme Cannes, on regarde les sélections et on se dit une femme réalisatrice. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant pour la catégorie meilleure réalisation, Maïwenn cette année avec ADN, mais on ne se rend pas compte que le problème, il est en amont. Ça commence bien plus tôt. Ce que vous dites sur votre désir de production à un moment, ça n'a pas dû être logique ou évident de passer de l'artistique comme comédienne à la question financière, donc comme productrice, d'y aller d'ailleurs comme femme, pas pour produire vos propres films, mais plutôt pour appuyer ceux des autres. Là, il y a peut-être pas un plafond de verre, mais en tout cas une des difficultés pour les femmes aujourd'hui dans le cinéma. Aider les jeunes réalisatrices à monter leur premier film, voire leur deuxième, parce que c'est souvent au deuxième que ça pose question. C'est souvent au deuxième. Elles font moins de films en général sur une longue carrière que les hommes. Elles en font beaucoup moins. Moi, j'ai peut-être ce côté concret d'Agnès Varda, mais je dirais l'entrepreneuriat au féminin. On voit que les femmes mettent plus de temps à monter une société. C'est une société sur 3 qui est montée par une femme. Et puis après, elle dure plus longtemps. Mais elles ont du plus de mal à monter. Et donc ça, c'est encore un autre sujet, l'entrepreneuriat. Mais moi, j'étais peut-être... je ne sais pas si première, mais c'est vrai qu'en général, c'est Nicole Garcia qui a ouvert la voie pour les actrices, donc de réalisatrices. Les actrices ont commencé à devenir réalisatrices, à s'autoriser à devenir réalisatrices. Donc, à la limite, actrice, on peut devenir réalisatrice et réalisatrice productrice. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée en disant je suis actrice et je ne vais pas du tout réaliser, mais je vais produire, on m'a regardée comme un ovni, je me souviens, on me disait comment ça, mais... Tu vas produire, l'histoire d'argent. Toujours pareil, c'est cliché, le sexisme. Mais dans cette journée du droit des femmes, c'est important de rappeler que les femmes, j'allais dire, pas le syndrome de comment on appelle ça, le syndrome de... Oui, une sorte d'imposteur, ont besoin de modèles parce que en réalité, le cinéma a été inventé, la fiction, par Alice Guy. Et là, je reviens au livre de Véronique Lebris, mais je n'avais pas ce modèle-là, je n'avais jamais entendu parler d'elle. Et pourtant, les historiens font des livres et je ne connaissais pas Alice Guy Blaché. Alors, on l'écoute ? Ah, pour ceux qui ne la connaissent pas non plus. Je suis rentrée comme secrétaire dans les établissements Gaumont, où la photographie était en grand succès à ce moment-là. On ne connaissait pas encore le cinéma. Et au bout de quelques temps, nous avons reçu la visite de Louis et Auguste Lumière. Et ils ont invité Gaumont à une soirée qu'ils donnaient. Alors j'étais là et ils m'ont dit « Mademoiselle Alice, voulez-vous assister aussi ?» J'ai accepté avec grand plaisir. Et nous sommes donc allés boulevard Saint-Germain. Et quand nous sommes arrivés là, les lumières avaient déjà installé un drap blanc et ils préparaient un petit appareil dans le fond de la salle. C'était la naissance du cinéma. Et j'avais pas mal lu, j'étais fille de libraire, etc. J'avais fait un peu de théâtre d'amateur. Je me disais qu'on pourrait faire autre chose. Et j'ai demandé à Gaumont la permission de faire quelques scénettes et de les mettre en scène. Oh, il m'a dit oui, c'est une affaire de jeune fille, je veux bien. Mais à condition surtout que ça n'empiète pas sur votre courrier. Et c'est là-dessus que nous avons commencé avec mon opérateur, mon caméraman. Et là, j'ai fait mon premier film qui s'appelait La Fée aux choux. C'est incroyable. Hein. La Fée aux choux, effectivement. Ouais. Le film est raconté et le portrait de cette femme, Alice Guy, qui a occupé une place vraiment importante en plus dans le cinéma au tournant des années 1900, qui a travaillé notamment et qui est archivée dans ce qu'elle a pu réaliser par Gaumont, qui a restauré beaucoup de ses films. Elle fait partie de ces 100 grands films de réalisatrices que Véronique Lebris a recensé, mais elle est aussi dans ce deuxième livre que vous avez préfacé. Elles ont été les premières 100 femmes exceptionnelles. Voilà pour le girl power du côté du cinéma. Première réalisatrice de l'histoire, pionnière oubliée. Oui, et puis première productrice. C'est pour ça que quand je disais pour la production, je ne le savais pas. Donc elle a... Les frères Lumière, en fait, c'est ce qu'on appelait du cinéma du réel. Ils envoyaient des caméras dans le monde entier, ils posaient leurs caméras. Donc elle crée la fiction et elle se marie. Ça aussi, c'est l'histoire des femmes. Et Gaumont envoie son mari aux États-Unis. Et donc elle devient Alice, donc de Alice Guy devient Alice Blachet, du nom de son mari, et elle part aux États-Unis à ce moment-là. Et en fait, c'est comme s'il y avait eu deux Alice Blachet, Alice Guy.
draguer. Et on n'avait jamais fait le lien entre les deux, ce qui est quand même fou. Et pour ne pas faire d'ombre à son mari, cette chose très féminine, elle décide donc de ne pas être produite par Gaumont, mais de monter son propre studio, donc sa propre production, studio indépendant, qui s'appelait la Solax. Donc elle était même une première productrice indépendante. Voilà, ça c'est tout ce que vous pourrez raconter aussi à Monsieur Cinéma, dans les 101 nuits de Simon Cinéma, presque centenaire, ce pauvre monsieur qui avait perdu la mémoire, lui rappeler à lui et à tous les autres et à toutes les autres qui a été la première femme réalisatrice. Alors à elle, on aurait bien aimé poser la question que vous avez posée à toutes ces réalisatrices en 2013. Est-ce qu'il y a un cinéma typiquement féminin ? À force d'avoir posé la question, et vous vous sentiez peu légitime à le faire à cette époque-là, est-ce que vous avez trouvé la réponse ? Alors, j'ai eu envie d'aller la poser aussi aux hommes, puisque dans cette époque, on pose souvent la question aux femmes. Elles sont toutes une réponse très prête et élaborée à cette question, avec l'envie ou pas d'être envoyées à ce statut. Et j'étais presque plus amusée, d'ailleurs, quand j'ai été posé la question à une vingtaine de réalisateurs français, à qui on ne pose jamais la question « c'est quoi un film d'homme ?» Mais Bertrand Blier m'a dit, c'était drôle, Bertrand Blier, qu'il avait fait Calmos à l'époque, en réaction à un féminisme extrême. Alors on dit qu'aujourd'hui, il y a un féminisme extrême, mais finalement... Bertrand Blier en parlait déjà et avait fait Calmos en réaction à Colline Serrault et à Certaines. J'ai eu de Bertrand Tavernier aussi cette réponse qui est peut-être qu'un film d'homme, c'est un film testostéroné. Et moi, je dirais qu'en tout cas, il y a dans le cinéma de femmes certains sujets, façon de parler, on va dire de la fertilité, ce que dit Valeria Boini Tedeschi aussi, mais le fait d'avoir un enfant, de porter un enfant, sur les règles, sur la question des règles, les questions de la ménopause, des choses dont on ne parle pas, tabou encore, très tabou. Je me souviens de Gas, Food and Lodging, qui est dans le livre Les 100 grandes réalisatrices, qui est un film où on voyait cette jeune fille demander à sa mère qu'elle n'avait pas de Tampax, elle utilisait du papier toilette. Je me suis dit, tiens, ça c'est un film de femme. Une manière d'aborder certains sujets et de parler du corps des femmes. Peut-être et de parler du corps des femmes et montrer des femmes de plus de 50 ans. Alors ça, c'est un autre sujet. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir des femmes derrière la caméra. C'est un autre regard sur la femme. Et il y en a 2 qui sont nommées pour le César de la meilleure actrice dans la prochaine cérémonie des Césars qui aura lieu donc dans 10 jours. 2 femmes de plus de 50 ans, 2 comédiennes qui existent et qui brillent encore aujourd'hui. Et puis une autre, plus jeune, c'est Camélia Jordana, nommée donc dans cette catégorie pour le film d'Emmanuel Mouret qui vous avez tourné. Julie Gaillet, on va l'écouter. Là, elle chante avec Rhône. La nuit venue, je sais que je vais le soir danser de dos. La nuit venue, mes yeux charbon garde mon corps, ma vie sans mots. La nuit venue, je sais que je vais me voir dans son rétro. La nuit venue, D'opposer les femmes j'ondule encore
En lice pour les Césars, cette fois dans la catégorie meilleure musique originale, il y a le film et le compositeur pour Adieu les cons, Christophe Julien, Stéphane Warbrek pour ADN, Mattei Bratesco pour Antoinette dans les Cévennes, Jean-Benoît Dunkel pour Été 85 et cette électro-douce, celle de Rhône, avec Camélia Jordana ici, héroïne de La Nuit venue, un polar nocturne de Frédéric Farucci, dans un rôle de call girl avec Gyang-ho. Camélia Jordana, nommée, je vous le disais, également dans la catégorie meilleure actrice pour le film d'Emmanuel Mouret. Emmanuel Mouret, avec qui vous aviez tourné, Julie Gaillet, dans Un baiser, s'il vous plaît, c'était en 2007. Ça, c'est aussi un réalisateur qui sait poser sa caméra et regarder les femmes, les regarder bien, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Hein. Oui, parce on oublie, mais il y a quand même je veux dire, c'est pas simplement une femme derrière la caméra, c'est aussi des rôles ou des regards sur les femmes. Et Thelma et Louise, qui est sûrement le film le plus féministe, avait été réalisé par un homme. Et Emmanuel Mouret offre des rôles de femmes, une subtilité ou un regard assez intéressant sur les relations hommes-femmes. Et c'est Catel qui les verrait, à qui vous disiez devant votre caméra. Est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est un homme qui a fait les films de Bergman ? Exactement. Très belle formule, et Tony Marshall. Si on avait regardé Annie Hall sans savoir, quoique, c'est tellement joliment regardé. C'est soit une femme, soit un amoureux. On a la réponse. Oh là là, notre Tony qui nous manque. Merci beaucoup à vous, Julie Gaillet, d'avoir été autour de cette grande table. Toujours pas de palme pour les musiques de films, des années pourtant que les compositeurs de musique de films réclament cette reconnaissance dans un grand festival comme Cannes. À noter qu'au dernier Golden Globes, antichambre des Oscars, le prix de la meilleure musique a été décerné à Trent Reznor, Atticus Ross et John Baptiste pour le film d'animation. Mais l'Oscar Soul de l'année dernière, l'Oscar de la musique pour The Joker était donné à une femme. Voilà. Exactement, islandaise, et c'était la première. Voilà. Une plateforme et un festival, vous y pensez, ça s'appellera Sœurs Jumelles, on en reparle la prochaine fois, à très bientôt, pour remettre aussi la musique et l'image. Et les femmes dans la musique. Et les femmes dans la musique. Merci beaucoup, Julie Gaillet. Merci.